Bonjour les parents, verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Laurent Storm et Savigny Lattré. Laurent est pédiatre et dirige la fédération hospitalo-universitaire 1000 jours pour la santé, prendre soin avant de soigner. Savigny est diététicienne et chef de projet de cette même fédération hospitalo-universitaire. On discute notamment de cette période des 1000 premiers jours, de pourquoi l'information ne suffit pas, de l'équilibre entre facteurs de risque et facteurs protecteurs, et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles, et je vous amène Laurent Storm et Savigny Lattré. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Storm et Savigny Lattré. Laurent, Savigny, merci de vous joindre à moi. Merci. Bonjour Guillaume. J'ai souhaité échanger avec vous à propos de l'un de vos domaines d'expertise, à savoir la période des 1000 premiers jours, un thème qui présente de forts enjeux pour les enfants. Alors avant qu'on débute, est-ce que vous souhaiteriez indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique santé environnementale, des liens que vous pensez importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger? Aucun lien d'intérêt pour moi. Non, aucun non plus pour moi. Très bien. Alors, pour commencer, si vous voulez bien, je vous propose de présenter ce sur quoi vous travaillez et les enjeux associés en santé environnementale. Laurent Storm, je suis pédiatre et je dirige la fédération hospitalo-universitaire 1000 jours pour la santé, prendre soin avant de soigner. Et vous voyez que dans le titre, il y a cette notion de prévention, promotion de la santé, qui est finalement l'objectif de ce programme des 1000 premiers jours. C'est un programme qui est important parce que on sait que la santé future et au-delà de la santé, c'est les compétences psychosociales d'une personne et sa trajectoire de vie sont en grande partie liées à l'environnement précoce. Et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui pour vous parler de l'impact des facteurs environnementaux de cette période des 1000 premiers jours sur le devenir des enfants. Bonjour, donc moi c'est Savigny Lattré, je suis chef de projet de la Fédération hospitalo-universitaire 1000 jours prendre soin avant de soigner, donc avec Laurent Storm. Et je suis aussi diététicienne avec une approche plutôt comportementale sur l'accompagnement global de la famille autour de l'alimentation du tout petit. Ok, très bien. Sur cette période des 1000 premiers jours, en préparant cet entretien, j'ai vu des interventions où Laurent insistait sur le. On entend beaucoup le terme déterminant de la santé et je t'ai entendu employer le terme facteur, un facteur de risque ou facteur protecteur, et c'était une différence de notion que tu soulignais régulièrement, que je trouvais intéressante. Oui, alors effectivement, on entend souvent parler de déterminants de la santé, on doit plutôt parler de facteurs de risque. En fait, les études qui ont été faites sur le sujet ont montré des liens entre des facteurs environnementaux et la santé au sens large plus tard. Ce sont des liens épidémiologiques. Il est difficile de prouver que ce soit une relation de cause à effet. Et donc parler de déterminisme, de déterminant, c'est un terme qui est probablement trop fort. Le point important quand on parle de l'environnement précoce, c'est d'avoir en tête que c'est une notion qui est très très large. Quand on parle environnement santé, on pense exposition toxique de l'environnement notamment. En réalité, cette notion doit être largement élargie. Les toxiques de l'environnement sont un des facteurs qui sont associés à la santé future. Et parmi tous les autres facteurs, il y a le mode de vie des parents, de l'enfant, il y a le style parental, le style éducatif des parents qui va jouer un rôle très important sur le développement notamment psychologique et mental de l'enfant, donc avoir un impact important sur la santé mentale. Donc les facteurs environnementaux, les toxiques de l'environnement ne sont qu'un des facteurs parmi tous les facteurs de l'environnement susceptibles d'impacter la santé future.
J'ai souvenir aussi que je pense que la période des 1000 premiers jours commence à être bien connue, notamment avec le rapport de la commission 1000 jours avec un comité d'experts auquel tu as participé. Un autre point que je trouvais intéressant dans les interventions que je t'ai vu faire en ligne, c'était que tu soulignais que idéalement, cette période des 1000 jours, on pourrait l'élargir aux 400 jours précédents, c'est-à-dire à la période préconceptionnelle. Et je trouvais que c'était intéressant ce que tu ouvrais dans ce cadre-là sur le rôle du père. Oui, donc en fait, effectivement, ça peut paraître un peu artificiel d'avoir des, des dates très très précises qui vont les 1000 jours, ça va effectivement du jour de la conception, 9 mois de grossesse et 2 années de la vie de l'enfant, ça fait exactement 1000 jours. Mais c'est un peu réducteur. On imagine bien que effectivement la période préconceptionnelle va aussi jouer va jouer aussi un rôle. Ça a déjà été démontré. Probablement que les mois qui précèdent cette période préconceptionnelle jouent aussi un rôle sur le développement de l'enfant. Et au-delà de la période de 1000 jours, donc après la période des 2 années de la vie, il y a aussi d'autres périodes sensibles dans la vie qui peuvent, dont l'environnement peut impacter la santé, notamment la santé mentale. Et je pense là à la période de l'adolescence notamment, et probablement que plus tard dans la vie, il y a d'autres périodes sensibles comme celle-là. Et donc, de toute façon, quelle que soit la façon dont on voit les choses, qu'on la limite aux 1000 jours ou qu'on élargisse un peu le débat, le rôle du coparent, il est majeur. Le coparent joue un rôle sur l'éducation de l'enfant, le développement de son langage, sur le mode de vie, sur le mode de vie de la famille. Et donc, de toute façon, cette notion des 1000 jours inclut naturellement la mère, mais le père aussi joue un rôle très important dans ce contexte-là. Avec l'ensemble des facteurs dont tu parlais, ça ouvre aussi sur, au-delà des bonnes pratiques qu'on peut en déduire et qu'on va aborder. Enfin, j'ai en tête que vous avez un support sur lequel vous souhaitez vous appuyer. Et ça ouvre, si j'ai bien compris, c'était quelque chose qu'avait notamment souligné Savini quand on préparait l'entretien sur l'enjeu des changements de comportement et comment on l'intègre, et notamment sans surcharger le rôle de parent qui est déjà en soi bien dense et bien chargé. Peut-être que je peux juste Ouais. illustrer ce que je viens de dire par une diapo pour positionner en fait l'environnement tel qu'on l'entend à côté des autres facteurs qui impactent la santé. Je t'en Je- prie. voilà, donc en fait, l'idée générale de ce concept des 1000 jours, grossesse et 2 premières années de la vie de l'enfant, quand on parle des facteurs environnementaux, on pense à toxiques de l'environnement, mais vous voyez, je l'ai mis euh, en fin de liste et c'est pas un hasard. C'est parce que d'autres facteurs sont bien décrits, comme le mode de vie des parents, l'activité physique des parents, la façon de s'alimenter, l'exposition à un stress prolongé, chronique, imprévisible, qu'on étiquette toxique, et puis, et surtout, la qualité des interactions parents-enfants vont jouer un rôle pendant cette période de 1000 jours, et notamment sur les trajectoires de vie des personnes, et à la fois le capital santé et les compétences psychologiques, psychosociales des enfants, ces compétences cognitives, sociales ou émotionnelles. Et puis, dans les situations très défavorables, on a pu montrer des liens entre un environnement défavorable et le développement de maladies plus tard dans la vie, non communicables, comme certains troubles de neurodéveloppement de l'enfant, les troubles de l'attention par exemple, la maladie allergique, les maladies cardiovasculaires ou les maladies métaboliques. Donc voilà, c'est l'idée générale, c'est des facteurs environnementaux très larges pendant cette période des 1000 jours. Et vous voyez dedans des facteurs aggravants, l'exposition aux toxiques, mais des facteurs protecteurs, la qualité des interactions précoces, certaines pratiques éducatives, les modes de vie favorables,
sont des facteurs protecteurs à côté de facteurs d'exposition à risque, comme le stress toxique ou les toxiques de l'environnement. C'est cet équilibre entre tous ces facteurs protecteurs et délétères qui vont être associés à nos trajectoires de vie plus tard dans la vie, au-delà de la période des 1000 premiers jours. C'est vraiment une notion importante pour éviter de considérer cette relation de cause à effet qui peut être stressante, notamment quand on parle de toxiques de l'environnement. On n'a pas décrit en dehors des expositions professionnelles, hein, certaines expositions massives professionnelles notamment, qui peuvent exposer à des facteurs de risque importants ou des toxiques comme l'alcoolisation fétale, pour lequel il y a une relation réellement de cause à effet. Dans les autres situations, il faut vraiment penser cette situation comme un équilibre des facteurs protecteurs et des facteurs aggravants sur la trajectoire de vie d'une personne. Voilà, c'est un peu pour introduire le sujet pour les questions qui vont suivre. Voilà. D'accord, je pensais que tu allais enchaîner avec des bonnes pratiques, on pourra les voir après. Moi, je souhaitais apporter quelques éléments complémentaires sur ta diapositive là, sur les facteurs environnementaux. C'est l'aspect hiérarchisation, donc pour nourrir les réflexions. Là. L'aspect hiérarchisation, moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. J'étais pilote du projet hiérarchisation de substances préoccupantes dans le plan national santé-environnement. J'ai le souvenir d'un exercice qui est à la fois passionnant et super complexe. Et une manière qu'on avait retenu pour gérer cette complexité, c'était d'offrir plusieurs éclairages, c'est-à-dire on offrait plusieurs listes hiérarchisées selon différents critères, différentes logiques. Et en santé environnementale, je trouvais que c'était intéressant parce que souvent, une grande part des données, elle vient de la toxicologie, parce que les études chez les humains, leur réalisation, elles posent pas mal de difficultés. Et donc, quand on se demande est-ce que c'est grave docteur, je trouvais que ce serait un éclairage intéressant aussi de considérer les faisceaux de preuves toxicologiques, c'est-à-dire les expériences faites en laboratoire, notamment sur animaux, pour pallier les limites associées aux études humaines. Cette diapo, c'était peut-être face à des professionnels, je te laisse me corriger si je l'ai mal compris. Tu l'avais associé avec ce qu'on appelle des odds ratios, hein, pour faire simple, pour nos parents qui nous écoutent, plutôt des excès de risque de l'ordre de 20-30%, tu donnais comme ordre de grandeur. Et moi, cette diapositive, ouais, elle m'a interpellé, donc je l'ai partagée autour de moi, elle a fait beaucoup réagir. Et spontanément, en fait, les gens m'ont envoyé des études avec des odds ratios de 2, 3, 4, donc plus 200%, plus 300%, plus 400%. Donc j'imagine que pour chaque substance et chaque effet, il faudrait le remettre dans le contexte de l'ensemble des résultats de la littérature, bien sûr. Bon, mais en tout cas, elles existent, et je me disais, même avec du plus 20 ou du plus 30%, généralement, c'est sur des substances, les études sont sur des substances considérées individuellement. Et on sait qu'on mesure plusieurs centaines de substances préoccupantes dans nos corps. Si on avait plus de budget, on en trouverait des milliers. Et donc, avec une logique exposome, ouais, il me semble qu'on atteindrait des ordres de grandeur assez différents, quoi. Moi, je fais de l'évaluation de risque sanitaire, et puis on somme les risques multisubstances à la fin. Alors, on peut affiner en fonction de l'organe cible ou du mécanisme toxicologique. Une autre manière qu'on a de faire les choses, on met un facteur de sécurité complémentaire. En tout cas, c'est parmi les options qui sont discutées. Et les discussions actuelles, si je les comprends bien dans la littérature, c'est entre 10 et 100. Donc il y a un petit côté recette de cuisine, mais on présuppose qu'il y a au moins 10 ou 100 substances dans l'environnement qui vont aller à peu près dans le même sens. Et je trouve que ça fait comprendre aussi que ça changerait les ordres de grandeur, cette logique d'exposome. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Mais le sujet est vraiment important parce que je crois que ça fait partie des priorités de santé publique qu'il faut pouvoir déterminer. Quand on regarde sur quoi sont basées ces études, elles sont basées sur des études épidémiologiques qui prennent en compte un certain nombre de facteurs de risque et qui l'associent au devenir d'une personne. Je prends l'exemple, mais on peut les décliner à l'infini, d'une personne qui est exposée aux particules fines
de façon plus importante que les autres. Particules de moins de 2,5. Cette exposition est associée dans la littérature à des risques pour la santé future de l'enfant. Mais est-on certain que c'est les particules fines qui entraînent cet excès de risque, ou le fait, effectivement, les personnes qui sont plus exposées aux particules fines habitent dans des quartiers où il n'y a pas beaucoup de zones vertes, habitent près des quartiers où on trouve beaucoup de restos de type fast-food. Et d'ailleurs, les fast-food, ils ne se mettent pas n'importe où, ils se mettent essentiellement dans ces quartiers très particuliers, proches des autoroutes, souvent défavorisés. C'est dans ces quartiers qu'on trouve des familles défavorisées en termes socio-économiques et qui impactent beaucoup les facteurs de risque dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas comment on peut décrypter l'association de tous ces facteurs de risque auxquels sont exposées les personnes pour lesquelles on trouve un excès d'exposition aux particules fines. Ouais. Et Je c'est renverrai vraiment vers un la... peu les limites. Alors après, on peut faire effectivement des études expérimentales, mais voilà, le discours un peu simpliste qui est de montrer des odds ratios de ce niveau-là, à mon avis, pose problème. Il y a toujours d'autres facteurs de risque, dont ceux qui ne sont pas enregistrés. Même si on fait des ajustements sur le milieu socio-économique, il y a d'autres facteurs qui sont associés, ne serait-ce que parce que le fait d'habiter près d'une autoroute, c'est pas les mêmes parents qui habitent à cet endroit-là que d'autres parents qui habitent près d'un espace vert. Oui, j'ai souvenir que dans son cours au Collège de France sur la santé environnementale, Rémi Slama a consacré toute une session sur ces aspects, sur comment on peut tenir compte de certains biais possibles. Et effectivement, parmi ceux que tu as cités de mémoire, il y a peut-être pas tout. Je voulais terminer par une dernière illustration sur cet aspect exposant, parce que j'en discutais avec Jean-Baptiste Fini, que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, là, du Muséum d'Histoire naturelle. C'est une étude qui est parue qui fait bien écho avec ce que tu as dit, qui est parue dans Science en 2022. Je mettrai les références dans la description de la vidéo. Et en fait, ils ont considéré une quinzaine de substances. Il doit y avoir de mémoire le bisphénol A, des phtalates et des PFAS. Et en comparant les gens les plus exposés avec les moins exposés, ils trouvent un odds ratio de 3,3, donc plus 300%. Et ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait la pluralité de la preuve, comme on dit. Il y avait l'aspect épidémiologique et il y avait le mécanisme d'action et des études de laboratoire, donc un haut niveau de preuve, quoi. Je voulais, parce qu'on a parlé un moment de stress, de l'ensemble de ces facteurs, que non seulement il y avait un côté approche globale à prendre en compte, et notamment tenir compte de l'aspect potentiellement anxiogène de ces données. Et Savini, si tu veux bien nous en parler, je me souviens que tu as des éclairages qui sont vraiment intéressants et pas si communs parmi ce que je peux Euh, voir, tu vois. oui, après, est-ce que Laurent, tu pourrais juste démarrer avec l'étude Préved pour que du Oui. coup on puisse enchaîner la suite parce que je trouve qu'elle illustre bien comment sur le terrain, nous, on doit plutôt accompagner les familles. En fait, en disant, en argumentant autour des facteurs de risque, je ne dis pas qu'il n'y a pas de facteurs de risque, ils existent, ces facteurs de risque. Quand on analyse l'impact d'autres facteurs de risque comme l'exposition aux addictions ou certaines pratiques éducatives comme la violence éducative ordinaire, par exemple, on a des odds ratios qui existent et qui sont d'un niveau qui sont bien plus élevés. Le fait d'être exposé à de la violence intrafamiliale, à un stress toxique, les niveaux de risque sont de l'ordre de 10 fois plus. Donc l'idée, c'est de relativiser ces risques et de ne pas exclusivement se focaliser sur les risques environnementaux. D'autant que lorsqu'on parle de preuves que des interventions permettent de réduire les expositions, notamment au défi de l'environnement,
Là, on est quand même très, très démunis. Et je peux citer simplement une étude qui a été faite au niveau national, l'étude de Préved, qui visait à savoir si une information anténatale sur la façon de réduire son exposition à certains perturbateurs endocriniens. Je pense que c'est essentiellement les phtalates et le bisphénol. Les familles ont été tirées au sort en anténatal, programme d'information versus pas de programme d'information, et qu'on mesure autour de la période périnatale les biomarqueurs d'exposition. On ne voit pas de grosses différences entre les deux groupes. Par contre, la conscience du risque est bien supérieure dans le groupe des personnes qui ont bénéficié de cette formation. Donc, sans qu'on ait pu réellement réduire les biomarqueurs d'exposition. Voilà, ça pose problème sur la façon de faire de la promotion de la santé ou de la prévention primaire dans ce domaine lié à l'exposition. Or, les risques liés à un stress toxique, je ne sais pas comment on peut classer l'écotoxicité, l'éco-anxiété, pardon. Anxiété. Ouais. Ils existent, ils sont démontrés. Et il y a des études solides qui montrent bien les risques à long terme pour le bébé d'être exposé pendant cette période des 1000 jours à cette anxiété chronique, toxique, non prévisible. Je pourrais vous montrer des tableaux, mais c'est peut-être pas utile. Je crois que là, j'ai résumé un peu cette situation par une étude française, mais d'autres études vont dans le même sens. On est quand même très démunis en termes de preuves d'efficacité, d'intervention précoce qui visent à réduire les expositions pour la santé de l'enfant. Par contre, que ces informations, que cette prévention puisse être associée à de l'anxiété est quand même, là pour le coup, plutôt bien démontré maintenant. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et ça fait écho déjà avec des choses que tu avais dit avant, ce côté l'information ne suffit pas, quoi. Donner de l'information. Je crois qu'il y avait aussi des résultats sur différentes fresques. On se demandait à des gens qui avaient suivi la fresque, est-ce qu'ils avaient changé leurs habitudes derrière, et la réponse était non, quoi. Donc bon, l'information suffit pas. J'ai l'impression que c'était des messages comme ça que tu voulais faire passer, qu'il y a un accompagnement, mettre en place la faisabilité. Enfin, je te laisse la parole, Savini, ici là. Oui, c'est exactement ça. Donc, pour illustrer les propos de Laurent, je vais vous partager mon écran. Je vous ai pris des exemples parce que entre effectivement ce qui se passe, ce qu'on peut lire dans les études scientifiques, donc nous, en tant que professionnels, on va se nourrir de ça et après on va aller accompagner les parents et il y a toute une complexité qui vient se faire autour de là et de pouvoir avoir peut-être d'autres approches que uniquement transmettre l'information. Donc pour illustrer, je vous mets un cas d'une pro ou d'un pro de santé qui arrive au domicile d'une famille avec un constat que le bébé va manger uniquement des plats préparés. Donc il aurait vu ça à plusieurs reprises et qui voudrait du coup interroger le parent sur ce qui se passe. Donc nous, on va savoir qu'effectivement, c'est mieux de faire des plats préparés maison. On va pouvoir choisir ses aliments, être vigilant sur la composition des repas, mais aussi sur tout ce qui est l'ordre des flaveurs, des arômes, des textures. Et ça, on sait que c'est important pour le développement du comportement alimentaire de l'enfant. Donc il y a toutes ces connaissances qu'on a et du coup, comment on va aller les transmettre aux parents? Là, j'illustre deux approches possibles. Il y en a d'autres, hein. Une première approche qui serait peut-être de l'ordre de mais vous devriez préparer les repas vous-même, c'est important pour votre bébé. Parce que ça, c'est ce qu'on sait. On peut alors avoir en face de nous un parent qui va avoir deux positionnements, avec un positionnement qui peut être positif, un changement qui va être mis en place, parce qu'on aura acquis une connaissance et ah bah jusqu'ici peut-être je ne savais pas, et du coup c'est important pour moi et je vais y adhérer et je vais faire en sorte d'y adhérer. On peut aussi avoir un positionnement de réticence, voire de réactance. C'est-à-dire, mais pourquoi elle vient me dire ça? Avec un jugement peut-être, et la réactance dans une sorte de privation de liberté du choix que moi j'ai fait et d'incompréhension sur ce qui vient d'être dit.
Ça, on voit quand même que c'est pas globalement ce qu'on cherche. Si le changement est positif, c'est bien. À voir sur le long terme, est-ce qu'il est réellement positif? Est-ce que ce changement va s'installer sur la durée? Et un autre positionnement sur lequel on travaille plus au niveau de la FHU, on va aller chercher à ouvrir le dialogue et récolter des informations. C'est pas simple, ça s'apprend, hein, c'est des techniques de communication à apprendre. On va plutôt se positionner en demandant comment ça se passe la préparation des repas à la maison. On pourrait aussi très bien dire j'ai l'impression que votre bébé est en train de se régaler de ce qu'il mange, juste pour focaliser sur le repas, sur ce qu'il y a là et ouvrir le dialogue. Et là, on va aller détricoter. Parce qu'effectivement, notre objectif quand même final, ce serait que ce bébé puisse manger des plats faits maison, avec des produits frais, etc. On est sur le même objectif, hein. Mais on va aller prendre en compte toute la globalité de ce que vit le parent. Et peut-être qu'on pourrait arriver à oui, mais moi, en fait, quand je lui fais à manger, il mange pas. Et ça fait plusieurs fois que moi, je passe du temps à chercher des recettes, à trouver des bons produits, à m'organiser pour me dégager du temps pour pouvoir préparer le repas. Et au final, j'ai passé 3 heures à faire tout ça et au moment du repas, il mange pas. Et ça fait plusieurs fois que je vis ça. Alors maintenant, j'ai décroché et je lui propose des plats préparés. Et là, en fait, on va aller révéler un problème. Quelque chose qui se passe et qui est vraiment problématique dans cette famille. Et on va aller détricoter en fait toutes les petites difficultés qui vont venir s'accumuler et arriver à ça. Hop, je passe la diapo suivante. En fait, cet escalier pour illustrer que l'objectif final, il sera le même pour chaque professionnel de santé qui va accompagner, en l'occurrence là, au niveau du repas, mais qu'en fait, ces marches, on va aller les gravir petit à petit. L'objectif, c'est que ce sera que l'enfant puisse manger des produits frais, de saison, de texture adaptée à son développement, qu'il puisse avoir plaisir à manger. Le plaisir à manger doit être central. Et aussi que le parent puisse prendre plaisir à préparer les repas et à choisir les bons aliments pour son enfant. Et que le moment du repas soit un moment de partage. Parce que si on en vient à se mettre une pression pour avoir des bons produits que l'enfant mange et arriver au moment du repas, c'est le conflit. Comme le dit Laurent, là, on vient de créer du stress au moment du repas et on cherche pas du tout ça. On cherche vraiment une relation parent-enfant qui soit bonne, notamment au moment du repas, qui va avoir un impact sur le développement de son comportement alimentaire. Si l'enfant arrive au repas avec un stress, il ne va pas être en lien avec ses sensations et du coup tout son plaisir à manger non plus. Donc vous voyez bien à quel point ça peut être complexe que de pouvoir accompagner le parent au moment du repas et qu'il y a toutes ces étapes-là qui doivent être prises en compte. Et juste de dire, en fait, des plats préparés, c'est pas terrible pour la santé, il vaut mieux faire maison, c'est absolument pas suffisant. Et parfois, il vaut mieux un plat préparé, partagé avec son enfant dans le plaisir, etc., que toute une pression mise au moment du repas avec une situation conflictuelle au moment de manger. Ok. Donc tu ouvres le dialogue, tu augmentes la faisabilité perçue. J'essaie de le redire avec mes mots pour voir si j'ai bien compris. Tu augmentes la faisabilité perçue, notamment avec une notion de pas à pas. Tu mets la notion de plaisir au centre, donc tu donnes envie. C'est plein de points communs. Ça me fait penser à d'ailleurs un organisme que cite souvent Laurent, donc le projet FAIT. Là, je discutais avec Milly Rousseau et elles ont travaillé. Il y a pas mal de points communs entre ce que tu as dit et puis l'approche de l'entretien motivationnel. Là. Je trouve ça hyper intéressant tout C'est ça. exactement ça. On travaille du coup avec Mélie et c'est exactement cette approche-là. C'est que donner l'information ne suffit pas et comprendre le vécu, tous les freins à la mise en place du changement, c'est absolument primordial. C'est plus long, l'entretien motivationnel, ça demande un accompagnement qui est peut-être un peu plus long, mais sur la durée, on aura accompagné le parent à lever un maximum de freins et aussi de lever des représentations. Et il n'y a que l'expérience qui fait qu'on va pouvoir lever les représentations et comprendre que du coup, ce qu'on est en train de faire, c'est bénéfique et sur le long terme. Pour caricaturer, on peut très bien
avoir des moments conflictuels au moment du repas avec l'enfant, mais que l'enfant mange et que la finalité, l'enfant a mangé et c'est OK sur le court terme. Sauf qu'en fait, l'impact à long terme, il est assez conséquent. Oui, je crois que c'était quelque chose que mettait en avant Mélie, effectivement, de mémoire, dans les échanges que j'ai pu avoir avec elle. Il y avait le côté, petit gain à court terme, bon, à mettre en regard. Enfin, il y a des arbitrages parfois, et puis je, je, je trouvais qu'on discutait de cas ensemble qui n'étaient pas simples, quoi. Tu vois, genre, tu croises une, une jeune mère avec son jeune enfant qui est en train de brûler de l'encens. Tu vois, nous, on a fait des mesures dans des maisons expérimentales. On sait qu'on dépasse de 15 fois la valeur sanitaire pour les effets de court terme, pour des effets hématologiques, sur des trucs importants. Mhm. Donc tu te dis, bon, je peux pas ne rien dire, je peux pas entamer un truc qui dure longtemps. Donc il y a des espèces d'arbitrage sur comment on y va sans créer de réactance, sans, comme on dit, non anxiogène, non culpabilisant. Enfin, j'imagine que tu ne que l'écueil à éviter, c'est de ne plus rien dire et de cacher son savoir. Je suppose que là, il y a aussi on parlait d'équilibre entre différents facteurs, entre différentes choses. Je suppose que c'est aussi au cœur de la Oui, réflexion, quoi. et c'est tout à fait important de pouvoir dire la connaissance est là. On ne peut pas ne pas la dire, on ne peut pas ne pas la partager. Et c'est dans la manière dont on va aller la partager. J'avais préparé, en préparant le rendez-vous, un exemple assez fréquent d'une bougie parfumée allumée. Voilà, on est invité chez quelqu'un, il y a une bougie parfumée qui est allumée. On sait que c'est pas très bon pour le bébé. Et c'est dans la manière de, si tu veux, je peux expliquer comment on pourrait J'adore, dire ouais. ça, sauf si Mélie le fait. Mais on va parler de nous, de l'importance qu'on y met. Et donc d'abord de faire le constat, bah, je vois que tu allumes une bougie parfumée, c'est vrai que ça sent bon, ça sent vraiment bon dans la maison. Mais tu sais, depuis que je suis maman, je me renseigne et j'ai appris que c'est peut-être pas terrible en fait pour le bébé de respirer toutes ces odeurs-là. Ça véhicule plein de composés qui sont pas terribles pour sa santé. Et du coup, ce serait important pour moi si on pouvait éteindre la bougie le temps qu'on soit là chez toi, si ça te dérange pas. Super intéressant. Et ça laisse la porte ouverte. La personne peut très bien dire non aussi, ou alors chercher à en savoir plus parce que c'est pas très bon non plus pour elle. Et le tout, et c'est ça qui est très très complexe. Et je le dis aussi souvent dans les relations avec l'entourage proche, où c'est pas facile de dire qu'on a appris quelque chose et qu'on aimerait pouvoir le faire appliquer parce que c'est important pour nous. Dans les conflits générationnels aussi, on peut le voir avec l'évolution des connaissances au fur et à mesure et du coup, entre ce qu'on sait maintenant et ce que nous aussi, quand on était petits, à quoi on a été exposés. Ouais, ça faisait penser à vous aviez cité une sorte de maxime quand on échangeait avant sur. Je crois que c'est un truc du genre l'enfer est pavé de bonnes préventions et de vouloir trop en faire. On peut surcharger. Et c'est des enjeux, comme l'a rappelé Laurent, qui sont vraiment très significatifs, le burn-out parental, quoi. Puis en plus, Oui. parfois, on est en plus contre-productif, quoi. Il n'y a rien de plus malheureux que d'avoir créé de la réactance et la personne, par réaction, va encore plus loin dans le comportement qu'on souhaitait, pour son bien, lui faire éviter. Mm. Et du coup, je voudrais aussi ajouter à cet exemple-là, quand on dit aussi ce qui est important pour nous par rapport à ce qu'on a appris, de laisser la porte ouverte à l'autre aussi, peut-être de nous venir nous remettre en question, parce que, euh, parce que quand on est jeune parent, on a plein d'injonctions et on les accumule. Et c'est bien aussi quand l'entourage peut essayer de nous remettre en question sur ce qu'on est en train de faire. Pour l'exemple, avec Laurent, la dernière fois, on discutait il y avait beaucoup de pollution à l'extérieur, mais aussi faire de l'activité physique, c'est important. Et du coup, comment on se positionne quand ça nous stresse beaucoup, le fait de voir qu'il ne faut pas sortir, limiter l'activité physique en extérieur. Mm. Et faire de l'activité physique aussi, c'est important. Et du coup, comment on fait? Et pouvoir Ouais. en discuter avec l'entourage. Alors parfois, on a la chance qu'il y ait des organismes publics de référence et des expertises collectives qui aient tranché. Enfin, je pense Mm. un exemple classique aussi, c'est poissons et différents types de polluants organiques persistants, quoi. Donc, bah, on sait ça tranché avec des recommandations. Là, il y a bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, parfois dans des injonctions contradictoires, c'est pas simple de trouver un positionnement. Et c'est là où peut-être on a aussi besoin, peut-être que Laurent, tu rebondiras là-dessus, mais d'avoir du coup des instances qui peuvent aussi trancher et soutenir les parents pour pas venir envenimer toutes ces injonctions, cette pression qui est mise.
Ouais, je crois que c'était d'ailleurs un message important que soulignait Laurent souvent, que votre rôle, vous le voyez comme donner, j'espère que je ne trahis pas tes termes, donner aux parents le pouvoir d'agir ou une capacité d'agir. Je serais intéressé que tu développes, Laurent, si tu veux bien, en réponse à Savini. Oui, mais donc j'écoute avec attention cette discussion, mais effectivement, ça illustre bien la complexité de la démarche. Le point important, c'est de se dire que les facteurs de multiples facteurs de l'environnement qui vont de l'environnement sain jusqu'aux pratiques éducatives jouent un rôle sur les déterminants de l'enfant et que les unes et les autres s'influencent. Si on prend que le problème sous l'angle des toxiques de l'environnement, bah oui, on trouve des métaux lourds dans certains poissons, on trouve des retardateurs de flamme dans certains poissons, et on pourrait être tenté de dire bah, je ne veux pas m'exposer à ce type de risque. Or, les études scientifiques montrent que la consommation de poissons pendant la période de la grossesse et pendant la période de l'allaitement est associée à moins de risques allergiques chez l'enfant et un meilleur développement cognitif chez l'enfant. Alors que dont on sait qu'il y a des toxiques retrouvés dans certains poissons. Donc, et il ne faut pas remettre en cause, sous prétexte que les poissons contiennent certains toxiques et perturbateurs endocriniens, les recommandations nationales et internationales sur le sujet. Et l'enjeu, il est au-delà, c'est comment arriver à faire en sorte que ces recommandations soient appliquées. Et ce n'est pas en disant aux parents, il faut manger 2 fois par semaine du poisson pendant la grossesse et pendant la période d'allaitement. Il y a toute une approche qui est nécessaire. Ça fait le lien avec ce que disait Savini juste avant, les liens avec le comportement alimentaire. Euh, les recommandations, les conseils ne marchent pas. Et donc, il faut d'autres approches qui s'apparentent à l'entretien motivationnel, qui s'apparentent au partage d'expériences. Il est probable que dans un groupe de parents à qui qu'on informe sur les bénéfices potentiels à consommer du poisson pendant la grossesse, à la fois pour les apports en iode, mais aussi les apports en certains lipides de type oméga 3, qui constituent un pourcentage important des lipides du cerveau du fœtus et puis du bébé, et qui joue un rôle important pour son développement. Comment faire pour que les parents discutent entre eux, se passer des conseils lorsque l'un d'entre eux dit bah, je supporte pas le poisson, j'aime pas du tout le poisson, c'est un goût que j'aime pas, et puis d'autres parents vont dire ouais, mais si tu mélanges des sardines dans du yaourt, tu vas voir, ça va passer, peut-être que tu vas bien aimer. Je vois Voilà. Savini qui acquiesce et tout. J'ai jamais eu cette idée-là. Bah, c'est A Savini qui me l'a priori, passé, hein, cette idée-là. j'ai testé Et, ce midi. et pour l'avoir testé, ça marche. Mais voilà, c'est des idées que les parents peuvent partager. Et là, effectivement, on rentre dans une démarche de prévention, de promotion de la santé qui est efficace. Alors, effectivement, on a en tête l'idée que faut même pas prendre de risques majeurs et éviter de consommer des poissons d'eau douce et des gros poissons qui sont probablement plus contaminés que d'autres. Et c'est l'occasion, lors de ces échanges, de pouvoir à la fois rassurer et d'orienter sur la consommation de tel type de poisson plutôt qu'un autre. Voilà, c'est pour dire que quand on parle de toxiques de l'environnement, de promotion de la santé, le sujet est éminemment complexe et il faut prendre en compte cette complexité pour accompagner les familles et les parents et pas uniquement passer des injonctions qui seront vécues comme souvent paradoxales, anxiogènes, culpabilisantes et cette culpabilité, cette anxiété peut avoir un impact plus tard dans la relation parent-enfant et puis dans le devenir de l'enfant. Avoir en tête
cette approche globale pour soutenir les parents. D'autant que, encore une fois, j'insiste peut-être lourdement, mais on n'a vraiment pas beaucoup de preuves que les conseils qu'on peut passer dans le domaine va réduire l'exposition aux toxiques, et encore moins de preuves que les conseils qu'on va donner va améliorer la santé future. Donc, de quel droit on va aller dire aux parents ce qu'il faut faire sur ce type de sujet? Ok, merci pour les informations intéressantes, les bonnes pratiques utiles, des choses que, encore une fois, je n'entends pas tant que ça, donc qui nourrissent bien les réflexions. Est-ce que de votre côté, il y aurait un point important pour vous et qu'on n'aurait pas abordé spontanément dans les échanges? Juste, je Oui. voulais dire que c'est un sujet important sur des parents qui seraient déjà sensibilisés, peut-être faire baisser aussi un peu la pression. C'est que c'est vrai que c'est important, mais cette pression-là, mise au quotidien sur le fait de vouloir faire parfaitement, c'est usant, c'est épuisant, c'est stressant. Et de pouvoir aller chercher du soutien sur les pratiques qu'on souhaite faire et des expériences auprès d'autres parents sur ce qui a été fait et ce qui a fonctionné, c'est c'est soulageant pour les parents. Très bien, le message est passé. Pour les personnes qui souhaiteraient suivre vos travaux, est-ce qu'on a des réseaux ou un site où on peut les diriger préférentiellement? J'ai souvenir que les 1000 jours pour la santé ont un site internet. Est-ce que c'est vers là que vous voulez qu'on les renvoie? Alors s'ils veulent vraiment en savoir beaucoup plus, on organise avec un comité d'experts, un diplôme d'université sur, les 1000 premiers jours, accompagner la famille. Dans le cours duquel on aborde en fait tous ces sujets dans sa complexité. C'est-à-dire, on n'aborde pas individuellement les thématiques en donnant des conseils, c'est vraiment une approche globale, et à chaque fois, il y a cette idée que, il y a, des enjeux, complexes, qui nécessitent d'être, pris en compte, à chaque fois. Voilà, puis après il y a effectivement le site des 1000 jours, pour avoir, des informations, et notamment up to date, sur le sujet des 1000 premiers jours, et les colloques qu'on utilise, le programme des colloques qu'on utilise, qui apparaissent aussi sur ce site des 1000 premiers jours. Ok, très bien. Je mettrai les références dans la description et dans l'article associé. Très bien. Un grand merci pour l'échange intéressant. Je vous souhaite très bonne continuation et au plaisir de vous croiser à l'occasion en vrai dans un colloque. Merci beaucoup, Et Guillaume. Guillaume, bonne Au revoir. journée. Bonne journée. Voilà pour cet entretien. Si vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.